Chaque vendredi, nous avons un invité sport pour parler de l'actualité sportive. C'est Junior Laris, il est consultant sportif junior. Bonjour. Bonjour Michel et oui. Bonjour à tous les téléspectateurs de New York Info. Vous allez bien? Très bien. Avec vous, on va parler de Paulo Duarte qui entre en action au Togo. C'est le sélectionneur de l'équipe nationale du Togo. On va également parler des JO Tokyo 2020. L'Afrique fait bonne figure. On termine par foot. Messi quitte le navire Barça. Paulo Duarte entre en action, Junior. Par ce titre, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre là qu'il s'agit dans le dénouement d'une situation qui avait cristallisé et fossilisé les attentions de toute la presse sportive, je veux dire togolaise et continentale, parce qu'il y avait eu une sorte d'imbroglio autour de la venue de l'entraîneur, de l'entraîneur, ex-entraîneur du club champion d'Angola. Et donc, l'arrivée de Paulo Duarte lève le voile, enfin lève l'obscurité qui régnait sur les contrats, toutes les spécificités du nouveau contrat de Paulo Duarte, de l'entraîneur portugais, de sa venue chez les sélectionneurs, chez l'équipe nationale du Togo. La deuxième info de sa venue, c'est qu'il a parlé en français. Et là, ça rassure aussi. C'est un détail très important. Je vous ai vu sourire du c'est pas surprenant. Il est passé par le Burkina et d'autres nations. Et d'autres nations, mais ça rassure aussi les joueurs qui, entre guillemets, ne le connaissaient pas et qui avaient en face d'eux un sélectionneur de nationalité portugaise. Ce qui mettait quand même, quand on est professionnel, on se demande comment on fait pour communiquer avec ce genre de personnes qui ne parlent pas forcément notre langue. Et voilà, aujourd'hui, on a le plus francophone des lusophones au pays d'Emmanuel Adebayor. Et donc, c'est tout bénef pour les acteurs footballistiques togolais. On peut dire que d'énormes défis attendent Paulo Duarte au Togo. Ouais, d'énormes défis, d'autant plus que son prédécesseur n'est pas le moins célèbre des sélectionneurs sur le continent africain. D'ailleurs, de par ses résultats, Claude Leroy, on se souvient, il a été champion d'Afrique avec le Cameroun. Claude Leroy, il a amené l'équipe togolaise à la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui date il y a deux éditions pour cette compétition-là. Et donc, la situation pour le Paulo Duarte, c'est d'avoir à la fois à faire oublier Claude Leroy qui, dans le collectif subconscient, je vais un peu faire de la psychanalyse sociale, dans le subconscient collectif du public sportif togolais, ne va pas si vite s'oublier. Ouais. Parce qu'on sait que les résultats de Claude Leroy, surtout avec les 2 échecs consécutifs à la Coupe d'Afrique des Nations, il y a un certain remords à vouloir engager un entraîneur européen. Et aujourd'hui, on est face à un entraîneur qui, d'ailleurs, n'est pas français, mais lusophone. Et qui est le plus francophone des lusophones. Ce qui, là, met une sorte de position avant-gardiste au choix fait par la fédération togolaise d'engager Paulo Duarte, qui est un choix, moi je l'ai apprécié, très judicieux, qui est le juste milieu entre une rupture qu'a voulu le public sportif togolais et aussi choisir un entraîneur qui pourra communiquer facilement avec les sportifs et les footballeurs. Quand on voit ses résultats au Burkina Faso et partout où il est passé, ces résultats ne sont pas aussi reluisants, hein, Junior Laris. Il a quand même fait une finale avec le Burkina Faso. Oui. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. L'édition d'ailleurs à laquelle le Togo avait terminé avait pour la première fois de son histoire atteint les quarts de finale. Il avait d'ailleurs éliminé, permis à son équipe angolais de pouvoir aussi glaner un titre de champion en Angola. Et donc, on va dire que sur l'expérience, sur le continent, Paulo Duarte a quand même le vent favorable en sa faveur pour mener à loin cette équipe togolaise. Mais au-delà du simple fait que Paulo Duarte soit aujourd'hui dans la maison togolaise, il y a le fait que l'entraîneur puisse réconcilier à la fois le public et la confiance que ce public peut faire au football togolais aujourd'hui, qui est dans un marasme total, il faut le dire. C'est une équipe qui a complètement dégringolé au classement FIFA. C'est une équipe qui depuis maintenant plusieurs années ne s'affiche plus au niveau continental, que ce soit en club, que ce soit au niveau de l'équipe locale qui a fait, hélas, une magnifique compétition au CHAN qui s'est déroulée au Cameroun. Et donc, la mission, je dirais, elle est double, même triple pour Paulo Duarte, qui
a une mission, c'est-à-dire en termes de résultats sur le terrain, amener l'équipe togolaise à gagner, à retrouver le chemin de la victoire. La seconde mission, c'est de pouvoir réconcilier, parce que c'est un aspect très important dans le football en Afrique. Je le disais la dernière fois à un ami que le contexte africain n'est pas que sur l'aspect tactique, physique ou l'aspect purement footballistique, il est aussi dans l'aspect social, de l'impact social que peut avoir le football. Il a un impact social aujourd'hui en Afrique, le football. Et donc, il a aussi ce côté à régler, même si d'aucuns diront que ce n'est pas l'objectif pour lequel on l'a fait signer. Il a aussi un autre travail à faire, c'est aussi de pouvoir à la fois faire ce mix entre le football local et le football international, les footballeurs internationaux, faire ce mix-là pour que les joueurs qui sont qui évoluent au championnat togolais puissent se sentir concernés de ce football. Souvent, on dit que les banqueroutes de l'équipe nationale ne sont pas entièrement imputées à Claude Leroy. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau non seulement du football togolais, mais également de l'équipe nationale, la formation à la base, d'autres étapes. Vous pensez véritablement que Paulo Duarte, vous l'aviez déjà dit, il a déjà fait une finale avec le Burkina Faso. Il est l'homme de la situation. Il n'aura pas de difficulté avec l'équipe du Togo. C'est difficile de prédire, de préempter de la qualité de Paulo Duarte sur l'impact qu'il aura sur le football togolais. Mais quoi qu'il en soit, il y a une chose qui est sûre, le casting qu'a fait la Fédération togolaise de football en choisissant Paulo Duarte à la tête de la sélection des éperviers du Togo, pour moi, est le juste milieu, en ce sens où ça répond à deux questions qui étaient difficilement réglables. C'est-à-dire d'abord la question de choisir un entraîneur, je vais parler sans langue de bois, de choisir un entraîneur français qui rappellerait de facto au public sportif togolais Claude Leroy, qui était en désamour total avec les supporters togolais et la presse locale. Secondo, il fallait aussi trouver un entraîneur qui était le juste milieu entre ce transit francophone où on pouvait facilement communiquer avec les joueurs et un entraîneur qui a l'expérience du terrain en Afrique. Et le casting, il est parfait. C'est Paulo Duarte de toute la liste qui a pu avoir. Et donc, pour moi, je pense que plus qu'une urgence de résultats, la Fédération togolaise de football a fait le juste choix de choisir Paulo Duarte à la tête des éperviers du Togo. Alors, quelles sont les compétitions à venir, les échéances à venir de l'équipe nationale et qu'est-ce qui attend Paulo Duarte? Tout de suite, de plein pied, dans le contexte, c'est la Coupe du Monde 2022, qui est l'échéance future que toutes les nations de foot attendent, puisqu'on sait que la pandémie a fait retarder d'une année supplémentaire les compétitions qui devraient avoir lieu. Et donc, aujourd'hui, on est face à une situation où, sur un an, il y aura au niveau national beaucoup d'activités parce que le calendrier a dû être rapproché, on a dû mettre un peu en embuscade les programmes pour permettre de suivre à la fois et le programme de la FIFA et le programme de la Confédération africaine de football. Donc, le prochain challenge pour Paulo Duarte, c'est de qualifier, de faire un résultat pour la Coupe du Monde 2022 qui arrive plein fouet sur cette équipe. Deuxième sujet, JO Tokyo 2020, l'Afrique fait bonne figure. Les médailles, ça pleut? Ou bien elles pleuvent? Les médailles, pour l'instant, au niveau africain, elles sont, on va dire, elles sont plus sensationnelles que sur le nombre, je veux dire, qu'au niveau comptable, parce qu'on aura vu de par le passé l'Éthiopie et le Kenya performer, être des super performeurs sur les disciplines d'athlétisme, alors que cette fois-ci, on est face à une situation où on est plus dans le sensationnel. Je veux parler des médailles qui sont obtenues pour la première fois pour certaines nations et des médailles qui sont obtenues de manière assez inattendue pour certaines nations. Et je veux parler là de Fabrice Zango, le triple sauteur burkinabé qui a obtenu la 3e place, une médaille de bronze pour son pays, le Burkina Faso, qui est la première médaille de l'histoire pour le Burkina. Et donc, pour l'instant, c'est le sensationnel. C'est vrai qu'on attendait de lui qu'il fasse un résultat à ces JO. Et il a répondu de la meilleure des manières. Il y a aussi l'Ougandaise Moutai qui a obtenu pour le 800 mètres une médaille d'or pour son pays. Et le plus sensationnel pour moi, pour l'instant, dans ces JO, c'est Ahmed Afnoui qui
a obtenu l'or à seulement 19 ans pour la Tunisie. C'est quand même assez... c'est la sensation... hors continent africain, je veux dire, même pour ces JO, c'est pour moi la sensation pour l'instant, obtenir une médaille d'or comme ça au 400 mètres nage libre, alors que on attendait plutôt des favoris qui n'étaient pas, qui n'étaient pas de sa trempe. Pour moi, c'est pour l'instant la sensation pour ces JO, la médaille d'or de ces Tunisiens de 19 ans. Vous avez souligné l'exploit de 3 nations africaines, le Burkina Faso, on connaît bien, Hugues Fabrice Zango qui étudie d'ailleurs en France et s'entraîne en France. Vous avez également parlé de ce jeune Tunisien de 19 ans et un Ougandais. Pour le Burkinabé et le Tunisien, on peut dire que c'est le fruit d'un travail de fond, d'un travail à la base. Est-ce qu'on peut dire que c'est un exemple qui est envoyé à d'autres nations au niveau africain? Oui, c'est clairement un exemple qu'on gagne. C'est le moins qu'on puisse dire quand la victoire est à la clé. Mais il ne faut pas oublier une chose, dans le contexte de ces deux pays-là, on parlait tout à l'heure du Burkina Faso, qui est un pays en Afrique subsaharienne, et on sait les conditions qui entourent les sports en Afrique subsaharienne. C'est tout totalement à l'antipode de ce qui se passe en Tunisie, au Maroc ou encore en Égypte. L'Égypte qui a d'ailleurs fait de très bons résultats au niveau des sports collectifs. Je veux d'ailleurs saluer ce qu'ils ont pu faire. Et pour moi, l'exemple qu'il faut tirer principalement de la victoire de Zango Hugues à ces JO, c'est qu'aujourd'hui, on est en déficit d'infrastructures en Afrique subsaharienne. Ça, c'est la leçon à tirer. La leçon ne sera pas forcément, excusez-moi, gentille à attendre, mais la réalité, elle est celle-là. On a un besoin crucial d'infrastructures sportives en Afrique subsaharienne. Pour la natation, par exemple, pour beaucoup de pays en Afrique au sud du Sahara, on n'a pas des piscines olympiques pour permettre à nos nageurs de valablement s'entraîner, que ce soit pour l'aviron. Je salue d'ailleurs la participation du Togo avec Claire Aïvon qui a participé à l'épreuve d'aviron pour les Jeux olympiques. On n'a pas les infrastructures adaptées. Et donc là, c'est plutôt, je pense, un appel. Vous avez bien fait de dire dans votre introduction que Zango s'entraîne en France, qu'il travaille en France. Ouais. Et donc, c'est un appel de pied, encore une fois, aux instances sportives du continent, surtout au sud du Sahara, de pouvoir équiper nos athlètes en infrastructure. La deuxième leçon qu'il faut tirer, c'est qu'aujourd'hui, il y a un fait indéniable. Le sport au Maghreb est en avance sur le sport au sud du Sahara. Tous azimuts, c'est à tous les niveaux. Quand on trouve le nombre de médailles, certes, l'honneur est sauvé par les Africains de l'Est. Je veux parler de l'Éthiopie, de l'Ouganda, du Kenya ou encore du Soudan qui arrive à grappiller des médailles. Le Kenya, d'ailleurs, est la première nation classée en termes de médailles, la première nation africaine classée en termes de médailles sur le classement général. Ils sont 38e. Et donc, pour moi, je pense qu'il faut d'abord commencer à imiter ceux qui sont à nos portes. Je veux parler des pays maghrébins comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Le Maroc qui a d'ailleurs une diplomatie sportive qui est aujourd'hui très agressive grâce à leur roi Mohamed qui fait un excellent travail là-bas. Et donc, pour moi, c'est pas fortuit. Tout ça, c'est le résultat d'un entraînement acharné. D'autres chances de médailles pour l'Afrique à venir? Pour l'instant, difficile de prédire parce qu'on a presque épuisé les disciplines d'athlétisme. On s'attendait à un rayonnement kényan, Éthiopie sur les disciplines d'athlétisme, surtout sur le 1500 mètres steep et les disciplines du 5000 mètres. On a vu qu'il y a, encore une fois, je vais parler sans circonlocution, on a vu qu'aujourd'hui, la diplomatie des pays occidentales, les pays européens, les pays américains, c'est de venir chercher les pépites au Soudan, en Éthiopie, au Kenya, dans l'Afrique de l'Est, dans la corne de l'Afrique, pour signer une nationalité européenne et donc participer sous le drapeau européen à ces compétitions. L'exemple le plus criard... Et il n'hésite pas, hein, parce qu'il y a les conditions. Les conditions sont réunies. Il y a aussi la prime qui y va avec. Il y a les structures. La première médaillée d'or pour l'histoire des JO du Philippines, figurez-vous bien que l'État lui a accordé $500 000 de prime en bonus.
Et quand les conditions sont comme ça, on est tout de suite tenté. C'est un marché aujourd'hui au niveau de l'olympisme. Et je pense que les pays occidentaux ont vite compris ça. Et donc, il y a une diplomatie, il y a une agression sérieuse qui est faite. L'exemple le plus criard, c'est Sir Mo Farah, qui est britannique. Ouais. Mais quand on dit Mo Farah, on sait que c'est d'abord éthiopien et qui est aujourd'hui anobli par la reine d'Angleterre, qui a été anobli. Et donc, on l'appelle désormais Sir Mo Farah. Quand on sait aujourd'hui qu'on peut aller chercher des Dibaba en Éthiopie et leur fait signer une nationalité britannique, je pense que la réflexion, elle est du côté africain. On termine par le football et Messi, Lionel qui quitte le navire Barça, c'est une bombe parce qu'entre-temps, le président du Barça et l'agent de Messi qui est son papa, Georges Messi, nous disait que les négociations allaient très bien. Subitement, on annonce à tout le monde sportif et surtout footballistique que Messi va quitter le FC Barcelone. Junior, qu'est-ce qui s'est passé? C'était jeudi précisément. C'était jeudi que la planète football, la planète sportive a tremblé à cette annonce de l'impossibilité de pouvoir poursuivre le contrat de Lionel Messi. Et il faut être bien clair, plus qu'une question sportive, c'est une question financière. C'est une crise financière sans précédent qui secoue le FC Barcelone. Ce n'est pas une crise sportive avant tout, c'est une crise financière. On est face à une situation où le FC Barcelone ne peut plus subvenir, ne peut plus assurer la masse salariale de tous les employés du club. Et Messi étant la plus grosse masse salariale, on se retrouve dans une situation irrémédiablement compromise pour le FC Barcelone qui ne peut plus poursuivre le contrat de Messi, bien que Lionel Messi ait en amont accepté de baisser sa masse salariale à plus de 50%. On est face à une situation où le Barça ne peut plus faire face à ses dettes parce que si on ne sait pas, si l'extrême situation se présente, le Barça risque d'aller en procédure collective et quand on ouvre les procédures collectives, je pense que les experts du droit financier qui nous suivent vont sourire des lèvres. C'est une situation que personne n'aime parce que là, c'est la fermeture qui s'annonce. Mais on espère que la situation n'ira pas jusque-là. Au-delà des règles financières qui ne peuvent plus être assurées, c'est tout un championnat qui est en crise. Pour la petite histoire, on sait qu'aujourd'hui, la Liga a besoin de ressources financières. Le FC Barcelone et le Real Madrid, qui sont les gros mastodontes de ce championnat, sont face à une crise, d'autant que la crise de la Covid est passée par là. La situation, elle est simple. On est dans une situation où la Liga a accepté, a ouvert son capital à un fonds d'investissement financier luxembourgeois, CVC Investment Capital Partners, qui est un fonds d'investissement luxembourgeois qui a une capitalisation boursière à plus de 700 milliards d'euros, qui veut rentrer dans la Liga en investissant 79 milliards d'euros, ce qui permettrait et à la fois au FC Barcelone et au Real Madrid de pouvoir toucher des indemnités qui permettraient de refinancer d'une certaine manière leurs fonds. Mais hélas, le FC Barcelone et le Real Madrid s'y opposent parce qu'ils seront exonérés, ils perdront 10% de leur droit télévision sur 50 ans. Ce qui est énorme, ce qui est absolument énorme. Et c'est aussi ça, aujourd'hui, les défis qui sont face à la Liga. C'est une situation qui nous attriste beaucoup, qui m'attriste personnellement, étant un gros suiveur de ce championnat-là, étant un grand passionné aussi, étant aussi quelqu'un qui aime l'économie sportive. C'est très compliqué la situation qui se présente. On va espérer que le dénouement sera le meilleur possible. On va espérer, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur beaucoup de panels, j'espère que la Liga va changer son fonctionnement en termes de reprofilage financier, c'est-à-dire par exemple pour les droits télé, il va falloir adopter le système anglais où il y a une mutualisation des droits de télévision, où il faut acheter tout de suite des droits en bloc que d'acheter des droits individuels, parce que ça n'avantage pas certains clubs comme Eibar ou comme Huesca qui personne n'a envie de voir un match de Huesca, on a tous envie de voir un match du FC Barcelone tous les week-ends. Et donc je pense que les spécialistes de la Liga repenseront le système
le profil financier de ce championnat-là pour permettre à tous les clubs d'en tirer le meilleur parti. C'est vrai qu'on parle de Messi, mais la Liga est en train de perdre d'énormes stars. On se souvient du départ de CR7, Cristiano Aveiro Ronaldo, le récent départ également de Sergio Ramos, et maintenant c'est Messi. Je pense qu'il y a un éphéméride de ce qui s'était passé en calcio, le calcio italien des années 2011, où on se retrouvait dans une situation où le championnat n'était plus devenu attractif. La Juventus de Turin, bien qu'étant champion successivement, n'arrivait plus à faire des résultats au niveau européen. Et on se retrouve dans ces situations un peu similaires. Et donc, il va falloir aussi repenser, recomposer le casting de ce championnat espagnol, parce que ce qui s'était passé dans le championnat italien, c'était une reprise, une ouverture du capital des clubs à des investisseurs étrangers. Ce qui a permis, par exemple, à l'Inter de Massimo Moratti, qui était le président de l'Internationale. Même le Milan, c'est... d'ouvrir son capital aux Chinois et donc d'avoir le capital majoritaire, ce qui a permis aussi du côté du Milan C, avec l'ancien président du conseil italien qui a aussi laissé le club à des investisseurs étrangers. Je pense que c'est malheureusement ce qui risque de se reproduire dans le championnat espagnol. J'espère qu'ils vont limiter la casse et permettre à ce championnat d'avoir encore des classicos qu'on aime bien comme on les aime. Vous savez, quand on part de départ, on a en tête en même temps l'arrivée. Messi, il est annoncé où? Destination possible Junior Laris. Aujourd'hui, rien ne se fait sans l'argent, et quand on voit la masse salariale de Messi, aujourd'hui, c'est pas tous les clubs veulent Messi, mais aujourd'hui, c'est quel club est capable de pouvoir penser son système financier sur les 5 années à venir et pouvoir absorber la masse salariale et tout ce qui va avec la marque Messi, parce que Messi, ce n'est plus un joueur, c'est une marque. Messi, c'est une marque, Cristiano Ronaldo, c'est une marque. De pouvoir faire le rapport qualité-prix, le retour sur investissement dans les 5 prochaines années avec la marque Messi qui va entrer dans le capital du club. Aujourd'hui, il faut penser tout ça. Et je pense que c'est un travail d'expert qui va se faire au niveau de tous les clubs qui sont aujourd'hui capables d'absorber cette masse salariale. Je pense tout de suite aux Dubaïot qui sont du côté de City, de Manchester, parce que c'est aujourd'hui ça. Ce sont ces monarchies du golf aujourd'hui qui ont investi dans le football européen, qui sont capables d'absorber cette masse salariale. Je pense aussi aux Qataris du Paris Saint-Germain, avec le QSI, le Qatar Sport Investment, qui est un fonds d'investissement sportif qatari qui aujourd'hui investit sa majeure partie de son fonds au Paris Saint-Germain. Je passe aussi aux Emirates Funds qui ont une part d'investissement à Arsenal et à Manchester City, ou encore à New York, parce qu'ils ont aussi des fonds à New York. Je pense à tous ces consortiums d'investissement sportif. Et pourquoi pas du côté de Red Bull, qui est aussi agressif aujourd'hui sur le plan financier sportif. Donc, je pense à tous ces conglomérats sportifs. Aujourd'hui, la question de Messi, pour moi, n'est pas une question sportive, c'est une question financière. Il faut pouvoir trouver le juste milieu entre le fait financier et la rentabilité que ça peut amener Lionel Messi dans un club. Il faut rester très prudent et ne pas être seulement dans la passion et annoncer Messi n'importe où. Ah oui, annoncer Messi partout, mais on a appris que les négociations ont commencé entre le clan Messi et le Paris Saint-Germain. On va voir ce club. Si Messi arrive au Paris Saint-Germain, finalement, on va avoir une ribambelle de stars. Je peux les citer. Sergio Ramos qui dit que Messi c'est son ami. Il y en a d'autres, Di Maria et autres. Et on a même appris dans la nuit que Neymar a dit qu'il est prêt à laisser son numéro 10 si Lionel Messi voudrait signer au Paris Saint-Germain. Il le veut depuis belle lurette. Le plus grand gagnant de cette histoire, c'est le Qatar. Ouais. C'est le Qatar qui s'est positionné dans sa politique de diplomatie sportive, qui s'est positionné en acquérant la majeure partie des capitales
du Paris Saint-Germain. Et donc, c'est le Qatar qui gagnerait à ce que Lionel Messi signe au Paris Saint-Germain parce que, qu'est-ce qui va se passer? On aura des séminaires à Doha, on aura des séminaires à Dubaï, on aura des maillots qui seront vendus un peu partout, qui sera vendu dans les émirs du Qatar. On aura aussi peut-être l'image de Lionel Messi qui sera en avant-garde des trucs, des politiques de développement prônées par le Qatar. On aura une Coupe du Monde 2022 où l'ambassadeur sera ni plus ni moins que l'image de Messi qui jouera au Paris Saint-Germain et qui jouera une Coupe du Monde, peut-être sa dernière, au Qatar en 2022. Pour moi, le plus gros gagnant de cette affaire, c'est à la fois le Qatar, le Paris Saint-Germain et surtout le championnat français. Imaginez Lionel Messi à Clermont dans un match de 18e journée de Ligue 1 française, avec tout le respect que j'ai pour les Clermontois, que je salue au passage. Je trouve que c'est aussi une plus-value pour le championnat français. Vous avez parlé de ce championnat français, mais quand on voit les clubs, si Messi arrive, c'est deux mondes aux antipodes. D'ailleurs, le monde est déjà là. Quand vous prenez des équipes comme Montpellier, comme Rennes et autres, et le grand Paris Saint-Germain. C'est là aussi la leçon que nous donne le Qatar, c'est de faire d'une roche du pétrole, faire du pétrole des billets de dollars. C'est-à-dire, personne n'aurait parié aujourd'hui sur la cote qu'a aujourd'hui le Paris Saint-Germain, mais quand Qatar Sport Investment est arrivé en France il y a de cela 8 ans. Personne n'imaginait aujourd'hui que ça allait prendre cette envergure. Et donc, c'est une leçon qui est donnée à tous les investisseurs qui, par le passé, ont investi dans le championnat français, mais n'ont pas su tenir la bretelle. Je pense aujourd'hui à des investisseurs étrangers qui sont d'ailleurs présents dans le championnat français. Marc Courte, le milliardaire américain qui est du côté de l'Olympique de Marseille. Je pense aussi à Radcliffe, qui est la 4e fortune de Grande-Bretagne, qui est aussi du côté de Nice, qui aujourd'hui veut faire quelque chose, mais encore une fois, on sait que ce sont des fonds qui sont un peu éparpillés, donc on fait juste une gestion minimale de ce qui est fait, de ce qui devrait être fait. Et donc, c'est une leçon que nous envoient les Qataris. Peut-être aussi une implication au plus haut niveau de l'État a permis au Qatar de pouvoir aujourd'hui faire du Paris Saint-Germain ce qu'il est. Je pense que c'est une leçon sur laquelle on va devoir étudier dans toutes les écoles de football et dans toutes les écoles de commerce à l'avenir. Junior Laris, merci beaucoup à vous, vous êtes consultant. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir était pour moi parce que le plateau, ça m'a manqué depuis un certain temps. Allez, le plateau est là pour vous. Merci. On va marquer donc une petite pause pour le journal et on revient après pour la suite.